On ouvre les débats sur les communications qui ont eu lieu tout à l'heure. Alors, avez-vous des doléances? Avez-vous quelque chose à nous demander? Je parle de M. Sedek. Je voudrais féliciter la natation fédération Ligue à travers le pays pour les bons résultats des jeunes, parce que j'ai suivi la natation cette année, ça m'a fait énormément plaisir. Deuxièmement, c'est bien que la natation commence ce cycle d'information, c'est très bien, il y a des comme Sahab. Je vois des anciennes têtes avec plaisir. Mon ami, l'ex-président, les responsables, les différents athlètes, les entraîneurs que je revois avec plaisir, parce qu'on est retraités, donc on est retirés. La première chose que je voudrais dire, c'est que dans l'initiation, il faut un apprentissage, et l'apprentissage, on doit à des étapes. Et alors les étapes, elles sont très utiles. Là, on les néglige beaucoup ces étapes, et elles sont très importantes. Entre les méthodes d'entraînement et l'apprentissage, c'est deux choses différentes. On peut trouver des méthodes, chacun suivant ses connaissances et ses aptitudes. Mais l'apprentissage est très important. Si vous allez dans des compétitions mondiales, vous allez voir que les athlètes au niveau des bassins, sur les pistes d'athlétisme, les ABC, c'est quelque chose de très important. On néglige ça, et c'est pour ça que nos jeunes, quand ils arrivent à haut niveau, ils négligent. Deuxièmement, troisièmement plutôt, moi j'ai suivi sur Canal Algérie cette semaine notre champion, et il avait dit quelque chose qui me tient à cœur beaucoup. C'est qu'on ne comptabilise pas les expériences. On a fait des expériences ici en Algérie, dans plusieurs spécialités, on a eu des champions. En athlétisme, c'est dire, on a eu des champions dans la privilège, et on ne sait même pas jusqu'à présent, et personne n'a écrit quoi que ce soit, comment ils sont arrivés à ce stade. Et pourtant, certains d'entre eux ont été entraînés par des Algériens, et on ne capitalise pas les expériences. Alors, ce que je souhaite, c'est qu'on retrouve avec l'ambiance, et je remercie le laboratoire, avec l'ambiance qui était à l'époque. En 1975, on a des moyens meilleurs qu'actuellement. En 1975, on avait des installations super modernes, on avait créé juste après l'hôpital de la médecine du sport, où il y avait les meilleurs du monde et des nouveautés. Et maintenant, on est en retard, j'espère qu'on va rattraper. Je suis content de voir Abdella. Ça fait longtemps, on a fait les Jeux africains ensemble, en Égypte. Et je souhaite beaucoup de succès à la natation et merci. Merci Monsieur Zedek. Il nous vient du monde de l'athlétisme. Il a été entraîneur de pas mal d'athlètes, notamment et en particulier Belfa, Ahmed Belfa. Monsieur Lama. Veuillez vous présenter, Monsieur Lama. Encore une fois, félicitations pour les organisateurs, ainsi que pour les intervenants, pour la conférence. Je voudrais intervenir une petite observation positive à l'école des Hèpes. Une fois, nous avons l'occasion d'avoir un champion devant nous qui nous décrit justement son parcours jusqu'à la fin de sa médaille. On souhaiterait à l'avenir que toutes les réunions se fassent de cette manière-là, à savoir ramener des entraîneurs et des champions qui puissent nous raconter un peu leur parcours pour, comme on l'avait si bien dit, pour capitaliser cette expérience. Malheureusement, nous avons eu des champions olympiques, mais je pense que beaucoup d'étrangers connaissent mieux nos champions que nous-mêmes. Je pense que la communauté sportive a le droit, j'ai bien dit, a le droit de connaître le parcours de ces champions-là.
Et normalement, après chaque grande compétition, ce n'est que pour reprendre la dernière, celle de l'athlétisme, pour Mahloufi, qui passe ici et qui vient nous parler avec son entraîneur de son parcours. Nous avons le droit de le savoir. Et plus encore les spécialistes donc, de l'athlétisme en ce qui concerne le soccer. Une question pour la natation, c'est une préoccupation qui est personnelle, peut-être qu'elle ne revêt pas une grande importance, mais je me suis toujours posé la question, est-ce que la latéralité a une influence sur les méthodes d'entraînement et sur les performances obtenues? Est-ce qu'un nageur gaucher ou droitier, il y a quelque chose de particulier dans l'entraînement? Et si au niveau des grands champions, est-ce que c'est uniquement des gauchers ou des droitiers? C'est juste une préoccupation personnelle. Et merci. Concernant la question, je ne pense pas qu'il y ait d'influence de gaucher ou droitier, seulement on a ce qu'on appelle des nageurs qui boitent, qui sont plus forts d'un bras que de l'autre. Mais ce n'est pas parce qu'il est droitier qu'il est plus fort que d'un droitier. On peut trouver un droitier plus fort, plus puissant que la gauche. Généralement, un droitier est la droite, la main droite, et puissant de la main gauche. Donc on appelle ça des boiteux. C'est des nageurs qui boitent, qui sont très puissants d'un bras, et qui s'appuient sur le bras pour compenser un peu l'autre bras. Mais sinon, il n'y a pas d'incidence sur la latéralité. Justement, l'étude que j'ai faite la dernière fois, on a vu que pratiquement tous les nageurs avaient une force supplémentaire au niveau du bras droit. C'est pour ça qu'il y a eu la trajectoire du nageur américain qui a été un peu déviée pour se rééquilibrer. La trajectoire gauche qui a été un peu déviée pour rééquilibrer le côté droit et gauche. Mais pratiquement tous les nageurs ont la force plus développée. La prochaine conférence, Inch'Allah, on va présenter les résultats. Merci. Moi, je voudrais poser une question à M. Mansour. L'entraînement du jeune nageur est-il le même quand on s'entraîne en eau douce ou lorsqu'on s'entraîne en eau salée? Toujours par rapport à la densité de l'eau. Généralement, on nage mieux en eau salée, parce que la portance est beaucoup plus grande. Ouais, donc le corps flotte beaucoup plus, donc il y a beaucoup moins de résistance. Il y a beaucoup moins de résistance, donc il avance beaucoup mieux. Mais sinon, l'entraînement est le même. Seulement, on entraîne en eau salée les nageurs d'olive. Uniquement les nageurs d'olive. Donc les nageurs d'olive, c'est des distances qui vont du 5 km au 25 km, voire plus. Donc la forme d'entraînement, elle change. Elle change. Sinon, à part le fait que l'eau salée porte plus, rien ne change. Oui, mais je te le dis. Je voudrais rajouter un point par rapport à l'intervention de M. Ali, c'est par rapport à l'entraînement en hypoxie. Si on n'a pas les moyens, si on n'a pas les centres, on peut avoir recours selon les spécialistes à un entraînement intensif en intermittent, puisque ça induit les mêmes effets hypoxiques, les mêmes stress hypoxiques. Et deuxième des choses, c'est l'entraînement chez l'enfant prépubère en aéronautique. Les spécialistes préconisent un entraînement en intermittent dans des efforts supramax de 10 secondes avec des récupérations de 30 secondes. Ça recharge très bien la myoglobine et on sait que la myoglobine donne 50% de l'oxygène durant un effort en intermittent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Non, c'est vrai qu'on peut faire des sollicitations en hypoxie, c'est-à-dire que ça consiste à demander aux nageurs de nager une série, par exemple en inspirant une fois tous les 3 attaques de bras, tous les 5, 7, 9 attaques de bras. Pourquoi on prend les chiffres impairs? C'est parce que pour permettre aux nageurs de respirer des deux côtés, pour respirer des deux côtés. Seulement cette sollicitation n'est pas pleine, c'est-à-dire qu'on demande une petite série chaque fois, ça ne produit pas les mêmes effets que l'entraînement d'altitude. Il faut
vraiment s'entraîner tous les jours et à peu près lâcher à peu près 3-4 km en hypoxie, c'est très éprouvant. Sinon, une sollicitation comme ça en hypoxie, ça peut aider, je sais pas, ça peut ramener quelques petites modifications physiologiques, mais ça n'a rien à voir avec l'entraînement à l'altitude. Toujours, c'est ma curiosité, toujours dans ce sens. Est-ce que tu préconises l'entraînement en hypoxie avant 16 ans? Je préconise moi l'entraînement en hypoxie à tout âge. Parce que l'hypoxie, il faut savoir que l'hypoxie, c'est pas la nage en apnée. L'hypoxie, par exemple, quand on demande à l'athlète d'inspirer une fois tous les 5 attaques de bras, il faut veiller à inspirer durant les 5 attaques de bras. On ne bloque pas la respiration. On inspire le long des 5 attaques de bras. On ne bloque jamais la respiration. Parce que si on bloque la respiration, ça s'appelle de l'apnée. Et l'apnée est beaucoup plus profitable à un sprinter qu'à un fondiste. Le travail d'hypoxie profite beaucoup plus aux fondistes qu'aux sprinters. Toujours dans ce sens, un travail avec un enfant de 12 ans et un enfant de 16 ans. Par rapport au développement, moi je parle de biométrie, par rapport au développement du thorax et la capacité ventilatoire. Franchement, moi en natation, moi personnellement, d'après mon expérience, je ne fais aucune différence entre un nageur de 12 ans et un nageur de 16 ans, pour peu que le nageur de 12 ans soit aussi bon que le nageur de 16 ans. Nous, on ne parle pas de, non, même la charge, nous, on ne parle pas de pompage. Nous, on parle de qualité d'athlète. Si l'athlète arrive à produire les mêmes temps, les mêmes performances chronométriques qu'un nageur de 16 ans, je pense qu'il peut suivre le même entraînement que celui de 16 ans. Encore des débats, encore des questions? Pourquoi le sprinter est très nerveux? En ce qui concerne mon expérience sur le terrain, et par rapport à ce que j'ai dit dans votre communication, moi je suis plus académique, université et du terrain, je suis un peu plus loin du terrain. Est-ce que dans votre parcours d'entraîneur, vous avez eu affaire à des athlètes où le courant passe mieux que l'autre et d'emblée, c'est-à-dire dans le premier contact, il y a eu des affinités que le courant passe plus vite et mieux. Je ne sais pas par rapport à ça. Nous, ce qu'on a remarqué, tous les entraîneurs remarquent, c'est que nous, on a deux types. On a les introvertis et l'extraverti. L'extraverti, généralement, c'est les sprinters. L'introverti, c'est le fondiste. Nous, ce qu'on a constaté, le fondiste est plus enfermé sur lui-même, l'extraverti, exubérant, voilà, explosif, on va dire, très explosif. Il faut le canaliser, il faut juste arriver à le canaliser et à faire en sorte que son énergie ne soit pas perdue avant la compétition. Il faut juste être plus nerveux, il faut canaliser un peu son influx nerveux. Sinon, les autres, il faut les réveiller. Donc, tout dépend de la spécialité. Généralement, les fondistes sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus réservés, beaucoup plus zen par rapport aux autres. Sinon, les conflits, on les a tous parce que vous savez, quand on prend un jeune, on les prend généralement à 8-9 ans, et puis on passe avec eux beaucoup plus de temps qu'ils passent avec leurs parents. Donc on devient un peu leur deuxième parent, et les conflits naissent comme naissent les conflits dans les familles, les conflits de génération. Donc, des fois, vous savez, chaque entraîneur est un peu vital. On a toujours un chouchou, une chouchou, c'est le meilleur nageur, c'est celui qui travaille le plus. Pour moi, le chouchou, c'est celui qui travaille le plus. Donc, c'est pas celui qui a le meilleur résultat, c'est celui qui travaille le plus. Et donc, ça donne des formes de jalousie, et puis il faut gérer tout ça. C'est tout l'expérience qu'on arrive à. Dans cette relation, il est très important de connaître l'athlète pour arriver à le motiver. Parce que sans la motivation, on ne peut pas améliorer la performance. Il faudrait le connaître au mieux. Moi, je peux vous dire, dans tous les entraîneurs tous les athlètes que j'ai eus, j'ai connu 3 ou 4 personnes profondément. Raimi Dalila, quand elle venait au stade, à première vue, je savais si c'était bien de l'entraîner ce jour-là ou de lui faire une récupération. Et à Adrien Belfin, pour lui présenter un exercice, il fallait qu'on soit seul. Il n'aimait pas qu'il y ait autour de lui des gens quand c'était un nouvel exercice.
Donc, ils ont leur susceptibilité, il faut connaître tout ça. Et au niveau de la compétition, comment gérer le stress de la compétition, il faut savoir. Des fois, c'est avec un sourire ou de se détacher de la tête. Il y a des gens qui sont très émotifs et qui communiquent leur anxiété à la tête. C'est pour ça qu'il faut connaître. J'ai se connaître les deux. Merci. Encore des questions? Concernant l'entraînement des enfants de 12 et 16, 16 c'est le plus grave, c'est bon. On leur impose la même charge d'entraînement, on peut imposer la charge d'entraînement de 16 ans et 12 ans. Dans la forme, oui. Dans le fond, non, parce qu'on peut imposer les mêmes, c'est-à-dire le même volume, mais en modifiant un peu les intensités et les retours. Bien sûr. Non, il y a une chose. Cela, je pense aux choses. Mais si tu es un nageur, qui arrive à nager au même rythme que tes seniors, pourquoi non plus? Pourquoi il arrive à nager le même rythme, à faire les mêmes temps de passage, à faire les mêmes régimes? S'il arrive à faire les mêmes régimes, c'est au même niveau. Non, je précise une chose. Sur le plan biologique et développement de l'enfant, un enfant de 12 ans est très différent d'un enfant de 16 ans. À 12 ans, il n'a pas terminé sa puberté, il est en pleine puberté, il est en plein développement. Vous savez qu'entre 10 et 12 ans, c'est l'allongement du squelette, et à partir de 13-14 ans, c'est l'élargisseur. C'est ça qui est intéressant chez les nageurs. À 16 ans, mon thorax est fait, mes poumons ont pris leur place, là je peux travailler un peu plus qu'à 12 ans. Autre chose, physiologiquement parlant, je ne peux pas travailler en anaérobie, c'est-à-dire en absence totale d'oxygène, avant la fin de la puberté. Toujours, c'est en relation avec le développement physiologique et neuronerveux de l'enfant. C'est pour ça que j'ai posé cette question. En plus, à un certain âge, les enfants ne développent pas assez classique. C'est ça, c'est avant 14 ans, il n'y a pas des exercices. C'est ce qu'on appelle anaérobie, aérobie lactique et anaérobie lactique. C'est la qualité physique à développer. C'est toujours après la transition à la question. Oui, Adam. Mais récemment, pour les jeunes, préconise l'entraînement en anaérobie. Pourquoi? En raison d'un métabolisme oxydatif très développé chez l'enfant, il arrive à récupérer très rapidement les métabolites issus du métabolisme anaérobie. Dans les efforts continus, dans des efforts continus qui vont à 12 ans, non. Alors, une petite précision. L'aérobie, l'anaérobie alactique, c'est entre 1 et 9 secondes. Il n'y a pas eu la commence en natation entre 1 et 9 secondes. 25 mètres, chouïa. C'est la coulée. Généralement, c'est les 15 mètres. C'est les 15 mètres, voilà, c'est le départ en plongeon. Départ en plongeon, oui. Mais après, je tombe automatiquement dans l'anaérobie lactique. Enfin, ça, c'est des profils. Non, mais ce qui est bien, c'est que l'intervention de M. Mansouri, je crois que l'intervention aussi de M. Benitez, c'était des interventions purement pratiques qui ont attiré l'attention des gens et c'est vraiment cette commission qui intéresse les gens. Donc ça nous donne déjà une idée globale sur vos préoccupations futures, que le prochain recyclage sera orienté directement vers ce qui est pratique et sur le terrain. Déjà, on a une idée sur vos inquiétudes. C'est bien, parce que c'est déjà... Là encore des questions. Là encore des questions. C'est bien, monsieur Moufalwa, parce que ça vous a compris. Tout cas, je remercie les présidents. En tout cas, beaucoup de questions, soit au niveau de l'aptitude. On parle que d'aptitude, je ne sais pas si vraiment l'aptitude joue un grand rôle dans la natation. Ou la prospection, la détection. En tout cas, je trouve que c'est très content d'être parmi vous. Et avant tout, il y a des gens qui travaillent sous-sol. ما سمعناهمش ولكن خدموا بزاف.